On ne va pas se mentir, dans le catch, le physique c'est très important. Les catcheurs les plus populaires de l'histoire font presque tous plus d'1m90 pour plus de 100 kg de muscles dans le but de paraître plus grand que nature à l'écran et pour donner à la discipline un aspect surhumain. Et s'il existe bien sûr des exceptions à ça comme Rey Mysterio ou Daniel Bryan, on est obligé de reconnaître que c'est un point central du catch. Et pourtant, ça ne fait pas tout. Des exemples de catcheurs imposants qui n'ont pas eu de succès, il y en a beaucoup, mais je sais pas s'il existe un exemple plus parlant que celui dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il est l'heure de revenir ensemble sur l'échec d'un catcheur qui se faisait appeler le chef-d'œuvre, mais qui malgré son impressionnant physique a eu une carrière extrêmement décevante. Je parle évidemment de Chris Masters. Cette histoire, honnêtement, elle est très spéciale et surprenante. Parce que quand j'ai découvert Chris Masters et que j'ai vu son personnage très lié à son apparence, j'ai tout de suite pensé que le catch n'était pas sa première activité. Pour moi, il faisait partie des bodybuilders qui s'entraînaient dans les mêmes salles de sport que certains catcheurs de la WWE et qui, après s'être liés d'amitié avec eux, ont pu mettre un premier pied dans le catch. Sauf que c'est absolument pas le cas de Chris Masters, et c'est même l'opposé total de ce scénario. En fait, il commence très jeune à s'intéresser au catch et il débute sa carrière dans une petite promotion indépendante, mais très vite il découvre que lutter dans cette structure peut lui permettre de rejoindre la WWE et il prend alors une décision importante. À moins de 20 ans, il n'a clairement pas l'apparence des catcheurs que recherche l'entreprise et donc il va décider d'arrêter le catch pendant plusieurs années dans le but de se construire un physique impressionnant qui lui permettra selon lui d'attirer l'attention de la WWE. Et croyez-le ou non, ça va parfaitement fonctionner. 3 ans plus tard, alors qu'il vient d'atteindre l'âge de 20 ans, il est recruté par la plus grande entreprise de catch américaine qui lui propose un contrat de développement et il rejoint donc la OVW pour avoir son premier combat au mois de janvier et se lancer très vite dans le grand bain. Parce que oui, s'il est rapidement placé en équipe avec un certain Brent Albright et qu'il va remporter les titres à ses côtés 2 mois à peine après ses débuts, Chris Masters est en fait déjà sur le radar des officiels de la WWE et après 8 mois de catch dans le centre de développement de l'entreprise, il rejoint enfin la cour des grands. Au mois d'octobre 2004, il a l'occasion de participer à son premier combat non télévisé pour la WWE et s'il est encore en équipe à ce moment-là, l'entreprise décide finalement de faire de lui un catcheur solo et il rejoint alors le roster de Raw pour effectuer une tournée de plusieurs shows non télévisés en fin d'année. Dans ces shows, il va enchaîner les victoires contre des noms plus établis que lui, comme Val Venis ou Tajiri, et alors qu'il continue sur cette voie début 2005, la WWE commence déjà à préparer ses débuts officiels. Lors de l'épisode de Raw du 10 janvier 2005, une première vignette est diffusée pour annoncer l'arrivée d'un catcheur et on sent d'entrée de jeu que les projets pour lui sont importants. Il est présenté comme une œuvre d'art, même comme un chef-d'œuvre puisque c'est son surnom, et si aucun extrait de ses matchs n'est présenté, on comprend très vite l'essentiel de son personnage. Et c'est aussi ça qui est important dans le catch et surtout à la WWE. Même si Masters a déjà plusieurs années de pratique derrière lui à ce moment-là, il n'est clairement pas un des plus grands catcheurs au monde. Et pourtant, en le présentant de cette manière et en mettant en avant son personnage, la WWE obtient rapidement ce qu'elle souhaite. Les vignettes continuent alors pendant les semaines suivantes pour continuer d'établir ce nouvel arrivant, et enfin, lors du Raw du 14 février 2005, on nous annonce officiellement que le Masterpiece sera révélé au monde entier, une semaine plus tard. On approche de WrestleMania 21 à ce moment-là et on retrouve ce soir Ric Flair dans le parking qui atteint une limousine et qui semble attendre le vainqueur du Royal Rumble et son associé de l'époque, Batista. Seulement, ce n'est pas Batista qui se cache dans cette voiture. Pour la première fois, le public découvre le chef-d'œuvre Chris Masters et celui-ci établit directement son attitude envers le reste des catcheurs puisqu'il se permet de conseiller à Ric Flair de regarder son match plus tard dans la soirée dans le but d'apprendre 2-3 choses. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Ric Flair c'est déjà une légende du catch à l'époque, il a à son actif 16 titres de champion du monde et il a déjà combattu pour toutes les plus grandes promotions de catch. Donc le fait que Chris Masters se permette de lui donner des conseils, c'est un peu comme si moi j'allais voir Zidane pour lui dire comment jouer au foot. Donc vous comprenez bien que c'est un immense manque de respect qui permet quand même à Chris Masters de continuer son personnage, et avec tout ça, on va donc pouvoir se diriger plus tard dans la soirée pour voir son premier combat, puisqu'il est enfin l'heure de dévoiler le chef-d'œuvre de la WWE. Avec une musique extrêmement cool qui semble tout droit sortie d'un film, Chris Masters apparaît sur la scène et il déroule un ensemble de poses devant des étincelles qui illuminent son entrée avant d'enfin se diriger au ring pour affronter Steven Richards. Vous vous en doutez, ce match ne va pas durer bien longtemps puisqu'en moins de 2 minutes, Chris Masters détruit son adversaire et finit par le coincer dans une full Nelson qui lui fait perdre connaissance pour officiellement remporter son tout premier combat télévisé à la WWE. À seulement 22 ans, Masters vient de marquer un grand coup avec cette première apparition et il remet le couvert une semaine plus tard en venant à bout d'un nouvel adversaire de la même manière, mais après ça, il va disparaître des écrans pendant quelques temps pour continuer de peaufiner son personnage et surtout son catch.
Parce que oui, soyons honnêtes, il a beau avoir un physique impressionnant, Chris Masters a besoin de plus. Déjà parce qu'il existe des catcheurs nettement plus imposants que lui, comme par exemple Batista, qui commence déjà à être au sommet, mais aussi et surtout parce que comme on l'a dit, la carrure ça ne fait absolument pas tout. Il apparaît donc uniquement du côté de Heat, un show utilisé par la WWE pour construire ses futures stars devant moins de téléspectateurs, et il fait finalement ses débuts à WrestleMania dans une bataille royale elle aussi non télévisée avant le show principal. Il faut alors attendre mi-avril pour revoir le Masterpiece sur nos écrans puisqu'il revient battre un adversaire en moins de 2 minutes avec son Masterlock, et puisqu'il est à l'époque invaincu depuis sa première apparition à Raw, il décide après le match de prendre le micro pour s'adresser à la foule. Ce soir, Chris Masters met pour la première fois clairement en avant le fait que personne ne se soit jamais sorti de sa prise de finition, le Masterlock, et il décide donc de défier quiconque de venir dans le ring pour tenter de se défaire de sa prise de soumission. Alors en fait son défi n'est pas vraiment lancé pour cet épisode de Raw puisqu'il précise qu'il faudra attendre la semaine suivante pour tenter sa chance, mais pour prouver sa confiance en lui, il déclare qu'il mettra en jeu 1000 $ qu'il est prêt à offrir à la première personne qui brisera la prise. Et c'est là que démarre la première et malheureusement seule histoire de Chris Masters à la WWE. La semaine suivante, le Masterpiece fait donc son entrée avec 1000 $ dans son slip et il répète que personne ne peut se dégager de son Masterlock avant d'inviter n'importe quel membre du public à venir tenter sa chance. Évidemment, il y a énormément de volontaires et Masters finit par faire son choix puisqu'un homme en chemise blanche du nom de Roman est invité à rentrer dans le ring. Le Masterpiece l'invite donc à s'installer sur une chaise placée au centre du ring et il déclare officiellement les règles de son challenge qui sont très simples. Chris Masters va en fait juste coincer ce fan dans sa prise de soumission, le Masterlock, et si ce dernier arrive à s'en sortir, il gagne le défi et remporte alors les 1000 $. Seulement bien sûr, c'est pas si facile que ça. Le Masterpiece vient lentement placer ses bras pour coincer le fan dans sa prise de soumission, et à la seconde où l'arbitre officialise le début du défi, Chris Masters soulève son adversaire et lui fait perdre connaissance en quelques secondes pour confirmer ce qu'il n'avait de cesse de répéter: personne ne peut se sortir de son Masterlock. Alors oui, c'est sûr que choisir un random dans le public, c'est peut-être pas le meilleur moyen de confirmer ce qu'il disait, mais en réalité, cette idée de Masterlock Challenge, pour moi, elle était très bien. Au lieu de faire venir Chris Masters comme n'importe quel autre catcheur pour avoir des matchs courts contre des randoms, on lui donne là directement un personnage à part entière qui va très vite attirer l'attention des fans. Semaine après semaine, Masters va se pointer à Raw pour organiser son Masterlock Challenge qui va petit à petit gagner en importance puisqu'au bout de 2 semaines, il augmente la mise à 4000 $, et la somme promise au potentiel vainqueur ne va cesser d'augmenter après ça puisqu'elle passe à 6000 $ dès la semaine suivante. Le même soir, Masters est attaqué après son challenge par Steven Richards avec qui il entame un petit programme en parallèle de son défi régulier, et même si les fans soutiennent son rival qui veut se venger d'avoir eu le nez cassé lors de leur première rencontre, Richards ne parvient pas à affaiblir le Masterpiece qui le bat facilement lors du Raw du 23 mai. Le Masterlock Challenge peut alors continuer après ça avec une mise encore plus grande de 10 000 $ qui pousse des catcheurs comme Val Venis à venir accepter le défi, mais Chris Masters va adopter à partir de là une nouvelle technique puisqu'il commence à attaquer ses prétendants avant de les coincer dans sa prise de soumission pour s'assurer de remporter bien plus facilement son Masterlock Challenge. Il va alors venir à bout de Tajiri à 2 reprises pour continuer non seulement sa série de victoires dans son challenge mais aussi dans des matchs classiques puisqu'il n'a encore jamais perdu depuis son arrivée. Et il réussit même à faire perdre connaissance à l'impressionnant Rosie qui malgré sa résistance ne réussit pas à briser le Masterlock du jeune catcheur. Mais justement, cette nouvelle victoire sur un catcheur cette fois-ci nettement plus massif que lui fait prendre énormément confiance à Chris Masters et il se permet alors de dire que même les gabarits les plus impressionnants ne peuvent pas briser sa soumission, ce qui pousse un nouveau challenger à s'avancer au ring, le Big Show. Et là pour moi ça devient très cool. Parce que petit à petit, Chris Masters a augmenté la mise dans son défi, ce qui a fini par attirer des personnes de plus en plus sérieuses pour continuer de crédibiliser sa prise de soumission. Et là, alors que le plus grand et le plus imposant catcheur de la WWE s'avance vers lui pour tenter sa chance, Chris Masters refuse et fuit pour la première fois un de ses prétendants. Alors certes, ça le fait un peu passer pour un catcheur faible, mais en réalité c'est hyper logique. Masters n'est pas là pour se faire apprécier, il veut juste prouver qu'il est meilleur que tout le monde et il sait bien que faire face au Big Show c'est un risque pour lui, un risque que clairement il est pas prêt à prendre ce soir. Du coup cette petite rivalité va durer quelques semaines jusqu'au premier Raw du mois d'août où Chris Masters fait équipe avec Snitsky contre le Big Show et Shelton Benjamin, ce qui va malheureusement marquer sa toute première défaite à la WWE. Alors, en réalité, cette défaite n'en est pas vraiment une, parce qu'il s'agit d'un match par équipe dans lequel c'est pas lui qui va subir le tombé final, et donc il va se relancer dès la semaine suivante en venant à bout de Shelton Benjamin dans un match 1 contre 1 pour continuer sa série de victoires. Ceci dit, on sent quand même que Masters perd un peu en puissance à ce moment-là, puisqu'il utilise de plus en plus des stratégies douteuses pour gagner ses matchs, et il va alors lâcher le Masterlock Challenge pendant quelques semaines pour se diriger vers une équipe avec Carlito et se lancer dans une petite rivalité contre Shawn Michaels. Cette rivalité le mène à un match par équipe dans lequel il réussit à venir à bout de Ric Flair avec sa prise de soumission en profitant encore de l'état affaibli de son adversaire, et il va donc relancer son challenge la semaine suivante pour cette fois-ci venir à bout de HBK après l'avoir attaqué avec une chaise.
Tout ça va alors finir par lancer Chris Masters sur le devant de la scène pour de bon, puisqu'il obtient à ce moment-là son tout premier match en pay-per-view lors de Unforgiven contre Shawn Michaels. Mais malheureusement, ce grand moment marque aussi la première réelle défaite du Masterpiece, puisque HBK l'empêche de placer sa prise de soumission et le couche avec un violent switch in music pour remporter le combat. Et c'est là qu'on comprend que la WWE n'a déjà plus rien pour Chris Masters. Et oui, c'est un peu triste, mais c'est vrai. Maintenant qu'il a subi sa première défaite et qu'il s'est lancé en équipe avec Carlito, on sent que Masters n'est plus le même qu'à ses débuts. Et même si son Masterlock Challenge continuait de fonctionner plutôt bien, il est plus du tout autant mis en avant à ce moment-là. Donc à partir de ça, il va commencer à enchaîner les matchs aux côtés de son partenaire pendant les semaines suivantes et il va se retrouver à nouveau en pay-per-view lors de Taboo Tuesday pour encore perdre un combat par équipe aux côtés de Snitsky. Et finalement, il rejoint la Team Raw lors de Survivor Series pour une fois de plus subir une défaite. Sauf que malheureusement, la chute, si on a l'impression qu'elle ne fait que commencer, elle va s'accélérer très rapidement. Parce que pendant ce match au Survivor Series que son équipe perd, il va en plus essayer de coincer Bobby Lashley dans sa prise de soumission et ce dernier va réussir à s'en sortir. Et même si le Masterlock n'était pas verrouillé à 100% au moment où Lashley s'en est sorti, on sent quand même que la WWE commence un peu à lâcher l'affaire. Et pourtant, si tout indique que Chris Masters est en chute libre et qu'il va pourquoi pas revenir dans le centre de développement, la WWE tente tant bien que mal de nous prouver le contraire. Parce que dès le lendemain de Survivor Series, Chris Masters obtient un match de championnat contre John Cena et Kurt Angle dans un match de soumission, et même s'il n'arrive pas à gagner et qu'il finit par abandonner aux mains du champion qui introduit à l'époque son STFU, c'est quand même un sacré accomplissement pour ce jeune catcheur. En plus, il tente de se relancer après ça en venant à bout de Viscera quelques semaines plus tard, en réussissant en plus à lui placer son Masterlock pour se qualifier dans l'Elimination Chamber. Mais ce soir-là justement, alors qu'il a encore une chance de récupérer le titre de la WWE, il est trahi par son partenaire Carlito, qui l'élimine du match et met immédiatement un terme à ses aspirations. La chute de Chris Masters est alors à ce moment-là clairement bien entamée, mais pour autant toujours aucun catcheur ne s'est sorti de sa prise de soumission qui est encore extrêmement protégée puisqu'il arrive même à battre Kurt Angle en l'utilisant. Et en vrai, si aujourd'hui on sait très bien que sa carrière n'ira nulle part, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, il avait un vrai avenir devant lui. Au moment où il entre dans l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE, Masters n'a que 23 ans et tout indique qu'il a largement le temps de rebondir pour se diriger vers de grandes choses. Mais malheureusement, c'était sans compter sur un événement important qui va venir bouleverser sa carrière un an plus tard. Mais bon, avant d'arriver là, on va quand même parler un petit peu de l'année 2006, qui est quand même une année importante pour Chris Masters, puisque déjà John Cena accepte son Masterlock Challenge et il n'arrive pas à s'en dégager, puisque le défi est interrompu par Edge. Mais en plus, il obtient une place dans le Royal Rumble et même un match à WrestleMania en équipe avec Carlito. Malheureusement pour lui, Chris Masters va perdre ses 2 matchs et il se sépare en plus de son partenaire pour tenter de relancer sa carrière au mois d'avril en repartant en solo, mais une fois de plus, tout ça ne va mener absolument nulle part. Déjà, il perd son match contre Carlito lors de Backlash et son partenaire prend donc une direction bien meilleure que lui après la fin de leur équipe. Mais en plus, même lorsqu'il réussit à obtenir des matchs importants, il n'en ressort pas grandi et il va enchaîner les défaites pendant des semaines jusqu'à son dernier combat à Raw contre John Cena au mois de mai 2006. Bon, déjà on sent dans ce match que les projets pour Chris Masters ne sont pas immenses puisque même si à l'époque son Masterlock n'a toujours pas été brisé, il perd le combat contre Cena, mais en plus, après ça, le catcheur va disparaître des écrans pendant plusieurs mois. En réalité, si Chris Masters doit s'absenter à l'époque, c'est parce qu'il souffre d'une addiction aux antidouleurs, et si cette première absence ne va pas peser bien lourd dans sa carrière, puisqu'il revient au mois d'août et continue sa série de défaites jusqu'en octobre, vous allez voir que c'est précisément ce genre de problèmes qui vont véritablement gâcher sa carrière. Parce que oui, en réalité, si Chris Masters a des problèmes avec les antidouleurs, c'est évidemment pas la seule chose qu'il prend à l'époque. On aura le temps d'y revenir en temps voulu, mais clairement, dans cette période, il est obligé d'également arrêter, ou en tout cas de fortement limiter sa prise de stéroïdes, ce qui lui fait perdre énormément en masse, et ce qui va en plus mener à ce segment très étrange avec Triple H lors du Raw du 2 octobre 2006. Ça, c'est un segment qui a beaucoup fait parler depuis, et en vrai pour de bonnes raisons, parce que en fait, alors que DX est en roue libre et qu'ils sont en train de troller tout le monde dans les vestiaires, Triple H s'adresse à Chris Masters et lui demande simplement quand est-ce qu'il compte écrire un livre comme l'a fait Eric Bischoff. Masters répond très premier degré à la question en disant qu'il envisage d'écrire un livre sur la nutrition, et c'est là que Triple H le coupe aussitôt pour lui demander s'il compte nommer son livre « Comment perdre 20 kilos en 4 semaines ». Vous l'aurez compris, Triple H se moque du fait que Chris Masters ait dû faire un sevrage de produits dopants pendant quelques semaines, ce qui lui a fait perdre beaucoup de muscles, et si Masters a depuis répété à plusieurs reprises que cette phrase ne l'a absolument pas blessé, on est quand même obligé de reconnaître que ça n'a pas aidé à mettre en avant son personnage. En plus, clairement, le fait que sa gimmick entière tourne autour de son physique, ça rend son retour compliqué puisqu'il n'est plus le même qu'avant, et il démarre à ce moment-là une rivalité contre l'ancien catcheur Jerry Lawler qui à l'époque assure les commentaires depuis déjà de nombreuses années.
Vous le voyez, on donne clairement pas à Chris Masters de la compétition sérieuse, et en plus, même s'il gagne la majorité des affrontements, il va bien perdre le dernier match, et cette période va également pour de bon mettre un terme à quelconque projet le concernant, puisque la seule chose qui faisait de lui un catcheur important ne va pas tarder à pour de bon disparaître. Et oui, on arrive maintenant au mois de décembre 2006, et John Cena, qui est au sommet de la WWE en tant que champion du monde, attire forcément l'attention de nombreux catcheurs, et notamment celle de Chris Masters. Masters va alors venir s'en prendre à lui lors du Raw du 4 décembre, et puisqu'il est soutenu par le general manager Jonathan Coachman, il obtient le même soir une chance pour le titre de champion de la WWE, dans un combat très spécial, le Master Lock Challenge. Et oui, le défi avait peut-être quitté les écrans dans les mois précédents, mais en réalité, personne n'a oublié que la prise du Masterpiece n'avait jamais été brisée. Et en vrai, ce match, il est hyper important. A l'époque, John Cena vient de démarrer une grande rivalité contre Umaga dans lequel on le sent déjà en difficulté, et ce soir, il se retrouve contraint de se libérer d'une prise incassable s'il veut encore s'accrocher à son titre. Sauf que, vous le savez maintenant, et on l'a notamment vu dans la vidéo d'Umaga, l'idée à l'époque c'était vraiment de montrer que John Cena était un super-héros et qu'il était le seul visage de l'entreprise. Et donc, plus tard dans la soirée, alors qu'il s'assoit sur la chaise et que Chris Masters lui place sa prise de soumission, le champion arrive à résister et il finit par envoyer son adversaire dans le coin avant de retourner sa prise, pour coincer Masters dans son propre Master Lock et remporter le combat. Officiellement, John Cena est donc le premier catcheur autre que Chris Masters à avoir remporté un Master Lock Challenge, mais vous l'avez certainement vu, il n'a pas réellement brisé la prise. Du coup, en soi, même s'il subit une grosse défaite, Chris Masters peut quand même encore s'accrocher à cette excuse pour faire perdurer son défi, sauf que malheureusement, je vous l'ai dit, cette période ne va pas durer bien longtemps. Ce match contre John Cena n'a clairement pas fait passer Masters à l'étape suivante, même bien au contraire, puisqu'il revient en arrière et relance sa rivalité contre Carlito, qu'il affronte notamment à New Year's Revolution début 2007. Et après encore bien des échecs et des défaites entre janvier et mars, l'inévitable se produit et l'échec de Chris Masters se confirme pour de bon. Lors de l'épisode de Raw du 19 mars 2007, Chris Masters se retrouve dans le ring pour un nouveau Master Lock Challenge, et après un clip qui récapitule tous ses accomplissements dans ce défi, son challenger du soir fait son entrée, et il s'agit de nul autre que Bobby Lashley. Directement, on voit sur le visage de Masters qu'il n'est absolument pas confiant, mais contrairement au soir où le Big Show avait voulu tenter le Master Lock Challenge, le Masterpiece ne fuit pas et se motive pour gagner un nouveau défi. Le champion de la ECW va alors s'asseoir sur la chaise et Chris Masters semble hésitant à l'idée de placer sa prise, mais pour quand même se rassurer, il envoie une claque sur le crâne de son adversaire du soir qui lui répond aussitôt avec une gifle en plein visage. La tension entre les deux est alors énorme et on pourrait donc croire que le défi n'aura finalement pas lieu ce soir, mais Lashley finit par s'asseoir à nouveau sur la chaise et enfin le Master Lock Challenge peut débuter. Très vite, on voit que ce défi est nettement plus difficile pour Masters puisqu'il a du mal à soulever le champion de la ECW, mais alors qu'il y arrive enfin et que Lashley semble en grande difficulté pendant de longues secondes, l'ancien militaire concentre toute sa force dans ses bras, et soudain, il brise le Master Lock. Et là, Chris Masters n'y croit pas. Sa prise de soumission a pour la toute première fois été brisée et cette fois-ci, il n'y a aucune controverse. C'est bien dans un Master Lock Challenge en bonne et due forme que Bobby Lashley a cassé la prise, et la seule chose qui donnait un peu d'importance au personnage de Chris Masters vient soudainement de s'effondrer. Alors, c'est quand même intéressant comme moment parce qu'il faut savoir que des années plus tard, Bobby Lashley va ajouter cette prise à son arsenal et il va battre de nombreux adversaires avec ce qu'il a appelé le Hurt Lock. Donc, même si à l'époque ça reste un moment difficile pour Chris Masters, c'est quand même un événement important pour la carrière de Bobby Lashley. Mais bon, tout ça on aura le temps d'en parler quand on retracera la carrière de Lashley justement. Pour l'instant, il faut revenir à l'histoire de Chris Masters qui malheureusement n'a pas fini de nous décevoir. Parce que oui, après avoir perdu l'attraction de son Master Lock Challenge, Chris Masters va continuer sa chute avec de nombreuses défaites à Raw pendant l'été, et même s'il tente de relancer son défi en août après avoir été envoyé à SmackDown, il est suspendu pendant 30 jours pour une première violation de la politique anti-drogue de la WWE. A son retour au mois d'octobre, il semble déterminé à profiter de SmackDown pour relancer sa carrière, mais dès son second match, il subit une blessure qui l'éloigne des rings pendant des mois, et quelques semaines plus tard, il est à nouveau positif au test anti-drogue, ce qui lui vaut dans un premier temps d'être suspendu pendant 60 jours, avant de finalement être licencié pour de bon le 8 novembre 2007. Ce moment et cette chute terrible avec de nombreux soucis d'addiction marquent donc la fin du premier passage de Chris Masters à la WWE, mais puisque comme on l'a vu, le catch est une véritable passion pour lui, il ne va absolument pas décider d'arrêter sa carrière après ça, et il va très vite se diriger vers le circuit indépendant. Il fait d'abord une apparition au Japon au mois de décembre, puis se dirige vers Puerto Rico début 2008 à la WWC où il retrouve notamment Carlito, et on peut aussi à ce moment-là le voir dans diverses structures, notamment la WLW qui était à l'époque plutôt proche de la WWE.
En fait, avec le star power qu'il a accumulé pendant ces quelques années, il peut facilement enchaîner les apparitions dans diverses promotions pour continuer de vivre de sa passion, et il fait notamment un passage en France en mars 2009 avec la AWR dans des shows que peut-être certains d'entre vous ont pu vivre en direct. En fait, pendant plus d'un an, Chris Masters fait vraiment le tour du monde sous différents noms, et il montre alors à la WWE qu'il s'est débarrassé de ses démons du passé, ce qui lui permet enfin au mois de juillet 2009 de faire son retour dans l'entreprise à la surprise de tous les fans. Et oui, en fait, personne ne s'attendait à voir Masters revenir à la WWE. Même s'il est encore jeune à ce moment-là, on peut clairement penser que la WWE n'a aucun projet pour lui, et pourtant, il revient bel et bien aux écrans en tant qu'adversaire de MVP lors de l'épisode du 27 juillet 2009. Bon, en fait, quoi qu'on en pense, on sent bien que la WWE n'a toujours aucune idée réelle de quoi faire avec lui, puisque son absence est à peine mentionnée aux commentaires, avec Michael Cole qui dit juste qu'il fait son retour, et son match finit en plus en double décompte à l'extérieur pour simplement empêcher MVP d'avancer dans un tournoi. Ce combat va alors juste mener à une toute petite rivalité entre les deux, avec une revanche la semaine suivante qui sera remportée par MVP en moins de 3 minutes, et après avoir erré en tant que heel du côté de Raw et de Superstars, un show très peu important, Chris Masters finit par passer du côté des favoris de la foule au mois de novembre. Alors, ce changement aurait pu apporter de grandes choses dans sa carrière, ou en tout cas au moins un petit renouveau, mais en réalité, la WWE n'en a toujours rien à faire de lui, puisqu'il apparaît surtout dans des segments comiques, notamment un dont je me rappelle parfaitement avec Ozzy Osbourne, je sais pas du tout pourquoi, mais ça m'a marqué ce truc-là. Et après tout ça, il va finalement se lancer dans une petite histoire avec Eve Torres, dont là par contre, je n'ai aucun souvenir. Après, il faut aussi avouer qu'à l'époque, Chris Masters, on le voit que très peu aux écrans, il apparaît surtout dans des segments dans les vestiaires ou dans des shows non télévisés, et ses rares apparitions à Raw ne sont pas bien longues, donc franchement, il fait vraiment pas partie des catcheurs les plus marquants de l'époque. En fait, la gloire de Chris Masters, si tant est qu'elle ait vraiment existé, elle est clairement derrière lui, et il est juste là pour remplir le roster en attendant que la WWE trouve quoi faire avec lui, ce qui malheureusement n'arrivera absolument jamais. En 2010, il n'apparaît encore quasiment pas aux écrans, il n'est là qu'à Superstars ou dans des batailles royales pour faire simplement acte de présence, et même si on le voit de temps en temps à SmackDown, il n'y fait absolument rien de marquant et il y perd la majorité de ses matchs. En fait, quand on parle d'échec à la WWE, Chris Masters, c'est vraiment un des exemples les plus parlants. Parce que, contrairement à des catcheurs comme Shelton Benjamin, il n'a jamais remporté le moindre titre, que ce soit en solo ou en équipe, et contrairement à des gars comme Mordecai, il est quand même resté très longtemps dans l'entreprise. Parce que là, on arrive déjà à la fin de l'année 2010, ça fait donc déjà plus d'1 an et demi qu'il est revenu à la WWE, et pourtant, à part perdre des matchs pour essayer de mettre en avant des nouveaux venus, il ne fait strictement rien. Et pourtant, Chris Masters ne lâche pas l'affaire. Il fait tout ce qu'il peut pour s'améliorer dans le ring et pour montrer qu'il est déterminé à progresser, ce qui marche vraiment bien puisqu'il vient même à avoir des discussions avec Triple H et Vince McMahon, dans lesquelles il est d'abord félicité pour sa progression et où on lui fait aussi comprendre qu'on va lui donner un nouveau personnage pour faire de lui une véritable star. Seulement, malheureusement, ces projets ne vont absolument jamais aboutir et après avoir été envoyé à NXT en tant que mentor pour Byron Saxton qui était catcheur à cette époque-là, Chris Masters est drafté à Raw au mois d'avril et il ne fera là-bas qu'une seule apparition dans une bataille royale lors de l'épisode du 25 avril 2011, avant d'avoir son tout dernier combat à Superstars au mois d'août, puis d'être à nouveau licencié par la WWE. Ce licenciement sera en réalité le dernier puisque Chris Masters n'est pas revenu à la WWE depuis et s'il avait espoir de faire de grandes choses au vu des discussions qu'il avait eues avec les officiels, ce retour en 2009 s'avère être en fait un bien plus grand échec que son run initial en 2006. Lors de sa première arrivée à la WWE, il avait à peine 20 ans et il avait donc énormément de choses à apprendre, ce qu'il a fini par faire sur le circuit indépendant après son départ. Mais à son retour, l'entreprise n'avait clairement pas l'intention de le mettre autant en avant qu'à ses débuts, notamment à cause de ses problèmes d'addiction aux diverses drogues. Et malgré une progression importante pendant ces quelques années, Chris Masters n'a jamais atteint quoi que ce soit d'important, et il restera à jamais un grand échec de la WWE. Mine de rien, après son départ, Chris Masters a quand même pu reprendre cette tournée qu'il avait entamée en 2008, puisqu'il a eu l'occasion de combattre dans de très nombreuses promotions à travers le monde, et même si pendant ces années son nom n'est clairement pas cité comme les plus importants du circuit indépendant, il a quand même gardé sa passion pour le catch, et donc c'est un résultat plutôt positif. En plus, entre 2011 et 2015, il a l'occasion de régulièrement se retrouver aux côtés de Carlito, un des grands amis qu'il a rencontré à la WWE, et il réussit même à revenir sur le devant de la scène en juillet 2015, puisqu'il fait ses débuts du côté d'Impact Wrestling pour avoir un petit run, avec notamment un combat contre Drew Galloway. Après, honnêtement, ce passage a clairement pas révolutionné sa carrière et il n'a pas été de bien longue durée puisqu'il va se séparer de l'entreprise quelques mois plus tard pour revenir sur le circuit indépendant, et il fera finalement son retour chez Impact en mai 2017 sous le nom de Chris Adonis. Là encore, il ne va pas faire grand chose de majeur, il va juste s'associer avec un certain Eli Drake, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de LA Knight, et après des différends avec l'entreprise qu'il embauchait, Masters décide de quitter Impact au mois de juillet 2018,
pour repartir sur le circuit indépendant et rejoindre la NWA 3 ans plus tard. Là-bas, pour la première fois, une entreprise relativement importante semble lui faire confiance puisqu'il vient à bout de Trevor Murdoch en mars 2021 pour remporter le titre national NWA, un accomplissement assez important. Mais il finit par perdre la ceinture pour se lancer à la poursuite du titre principal de l'entreprise que malheureusement, il ne réussira jamais à remporter. Finalement, il retrouvera le titre national après ça, qu'il gardera un bon moment avant de le perdre en février 2022. Et depuis, Chris Masters alterne entre apparitions pour la NWA et pour de très nombreuses promotions indépendantes, puisqu'il combat encore régulièrement en cette fin d'année, en ayant eu son dernier match à date, le 7 décembre 2024. Pour moi, c'était important de mentionner ce passage sur le circuit indépendant parce que ça montre que Chris Masters peut continuer à vivre du catch sans être employé par une entreprise majeure. Mais quoi qu'il arrive, on est obligé de reconnaître qu'il restera à jamais dans les mémoires comme le catcheur à qui la WWE semblait vouloir offrir un grand avenir à ses débuts, mais qui malheureusement a totalement échoué. Son passage initial à la WWE lui a permis de construire un personnage uniquement basé sur son physique, ce qui lui a finalement causé plus de tort qu'autre chose, notamment à son retour de cure de désintoxication. Et après avoir été licencié une première fois en 2007, Chris Masters n'a pas réussi à remonter la pente en faisant ce retour en 2009, et il n'aura alors jamais accompli quoi que ce soit à la WWE, si ce n'est sa série de victoires dans le Master Lock Challenge. Avec tout ça, on voit que Chris Masters est donc la preuve que le physique est certes un élément important dans le catch, mais qu'il n'est clairement pas le seul nécessaire pour avoir une grande carrière. Et avec toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les échecs à la WWE, on remarque aussi que pour réussir là-bas, il faut quand même un sacré alignement d'étoiles. Il faut être bon dans le ring et au micro, avoir un physique qui correspond à la vision de l'entreprise, arriver à connecter avec le public, que ce soit en tant que heel ou en tant que face, et surtout avoir le soutien des officiels pour être placé dans des histoires intéressantes voire majeures. Et malheureusement, pour bon nombre de catcheurs, ces éléments ne seront jamais alignés. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo qui retraçait l'histoire de Chris Masters. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me partager aussi vos souvenirs sur ce catcheur, parce que je sais que vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo dessus. Et moi, en attendant, je vais vous retrouver sur tous les liens qui sont en description, surtout que je vais y aller un petit peu plus doucement sur cette fin d'année, il y aura qu'une vidéo par semaine et certainement que ça continuera pour 2025. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler sur Twitch et sur la chaîne secondaire, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de me suivre là-bas. Mais aussi et surtout dans la dernière vidéo de 2024 qui va récapituler absolument tout ce qui s'est passé, autant côté catch que sur ma chaîne YouTube. Donc je vous retrouve le 29 décembre pour cette dernière vidéo de l'année. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.